Madame, Monsieur, bonsoir. Au 18e jour du mois sacré, jour 174 de la guerre et du siège sur l'enclave palestinienne, la bande de Gaza continue de subir les raids aériens israéliens et les combats entre l'armée de Tsahal et les combattants du Hamas se poursuivent. La population assiégée est prise au piège entre les bombes et la famine, alors qu'Israël poursuit son siège sur l'hôpital Al-Shifa pour le 10e jour. Selon le Hamas, les forces israéliennes ont tué 200 Palestiniens déplacés à l'intérieur du complexe médical. Sur le volet diplo, Israël envisage des discussions avec Washington sur fond de tensions, notamment à cause de son offensive à Rafah, où sont réfugiés, rappelons-le, plus d'1,5 million de Palestiniens. Mais rien ne semble arrêter cette opération, malgré que Washington propose des alternatives, lesquelles nous allons les discuter dans cette émission. Et si l'armée israélienne venait à lancer son offensive sans le feu vert de Washington, eh bien, il est difficile aussi de savoir si oui ou non cela se ferait et de voir aussi où en est réellement cette stratégie militaire israélienne et pourquoi Israël continue de frapper le Hezbollah au sud du Liban. Pour la première fois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté cette semaine une résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Que change cette résolution au massacre perpétré contre la population palestinienne? Que vaut cette résolution réellement et que valent les négociations toujours en cours et qui butent inlassablement? Je reçois pour le débat de ce soir, d'abord en plateau, le consultant géopolitique Rachid Achachi. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, merci infiniment. Marhaba. Se joint à nous depuis Abu Dhabi le professeur Mohamed Badil Liatioui, qu'on ne présente plus, professeur ou docteur Mohamed Badil Liatioui. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Je rappelle que vous êtes donc professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Se joint à nous également de Casablanca, cette fois, le doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales, l'Université Mondiapolis, professeur Ali El-Harichi. Bonsoir, c'est El-Harichi. Bonsoir, Madame Khadija. Marhaba. Plaisir de vous retrouver. Merci. Largement partagé, de nous retrouver à distance, mais toujours un plaisir. Alors, messieurs, un peu d'abord de factuel et de terrain, intensification des frappes israéliennes et des combats, alors que, nous avions quelques espoirs pour qu'il y ait quand même une trêve, peut-être, pendant ce mois de Ramadan, et plus les jours passent, plus cette trêve s'éloigne. Rachid Achachi. Tout à fait. De toute manière, la trêve ne va pas changer grand-chose à l'équation, ni d'ailleurs au rapport de force sur le terrain, parce que vu l'embargo total imposé à l'enclave, parce que c'est une enclave en réalité de fait, Israël n'a pas intérêt à relâcher la pression et le Hamas n'a pas les moyens de s'extraire de l'étau israélien pour profiter de la trêve et recomposer et reconstituer ses forces. Et l'autre volet relatif à la trêve, qui pourrait par contre être utile, c'est pour les citoyens palestiniens de la bande de Gaza, qui sont aujourd'hui confrontés de plus en plus à un risque imminent de famine. D'après certaines sources, il y a déjà des gens qui meurent de famine. Oui. Et qui dit famine dit pandémie, des maladies qui vont apparaître. Et donc on ajoute à un carnage qui est déjà le fait des bombardements israéliens, un autre carnage qui est dû au fait d'avoir affamé la population de Gaza. Donc de ce point de vue purement humanitaire, une trêve pourrait être intéressante, mais à condition d'ouvrir des corridors de manière sérieuse et de permettre à des pays, en passant par l'Égypte, d'aider réellement la population. Mais l'objectif d'Israël, on y viendra tout à l'heure, n'est pas tout simplement d'éradiquer le Hamas, mais c'est littéralement d'opérer une opération ethnique dans la bande de Gaza. Alors, opération ethnique, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme génocidaire, donc de tuer toute la population sur une base ethnique ou confessionnelle, ce qui n'est pas le cas parce que ce n'est pas réaliste vu qu'on parle de 2 millions d'habitants. Mais par contre, elle peut prendre la forme d'un déplacement forcé de population, ce que Israël cherche à obtenir à tout prix en mettant la pression sur l'Égypte afin qu'elle accueille dans le Sinaï le reste des Palestiniens de la bande de Gaza. Et ce schéma, on l'a déjà vu dans l'histoire, avec les Arméniens dans le Haut-Karabakh lors du récent conflit qu'il y a eu avec l'Azerbaïdjan, ou bien dans la région croate de la Krajina, où plus d'1 million de Serbes ont été déplacés de force par l'armée croate, avec le soutien de l'armée américaine. Et donc, dans cette perspective-là, une trêve, c'est épiphénoménal par rapport à ce qui attend malheureusement les Palestiniens, vu l'inaction totale de la communauté internationale par rapport à ce qui se déroule dans la région. Alors, inaction totale, il y a eu quand même du nouveau, c'est inédit, depuis le début, il y a plus de 6 mois de cette guerre, de cette offensive israélienne sur Gaza. Pour la première fois, il y a eu une résolution. Et Israël qui reste
qui fait la sourde oreille, voilà, à ces appels répétitifs de cessez-le-feu et même à cette résolution. Peut-être avant de parler de la résolution, pourquoi Israël continue de faire la sourde oreille aux appels au cessez-le-feu? Pourquoi on n'ouvre pas de nouveaux corridors humanitaires? Pourquoi Israël refuse d'ouvrir de nouveaux points de passage pour les aides humanitaires? Quelle est la raison qui puisse expliquer cela? De quoi Israël a peur pour nourrir en fait des populations affamées? Je commencerai par vous, Ali El-Harichi. Je dirais pourquoi Israël n'ouvrirait pas des corridors humanitaires. Ben, la question qui s'oppose, est-ce que fait la communauté internationale pour s'imposer à Israël, que ce soit par une résolution du Conseil de sécurité qui reste, à mon sens, encore dans le flou, bien que ce soit une résolution du Conseil de sécurité, ben, Israël, elle fait comme bon lui semble dans cette région depuis 5 mois et demi. Et puis, bien sûr, elle argumente par le fait qu'il a encore 130 ou 120 otages au niveau de la bande de Gaza. Et donc, la condition, c'est que les pourparlers, je pense qu'on en avait parlé à la dernière émission chez vous. On espérait que ces pourparlers qui se passaient au Caire allaient donner un cessez-le-feu, une trêve humanitaire lors du mois de Ramadan. Ce qui n'est pas arrivé. Il y a encore des pourparlers en ce moment au Qatar, en dehors de la résolution qui est sortie. Est-ce que vous pensez que cette résolution 27-28 aurait pu avoir un impact sur ces négociations, sur ces pourparlers qui se tiennent au Qatar ou sous l'égide de Doha? En fait, selon les déclarations des responsables qataris, ça n'a pas d'impact. Mais la résolution en elle-même, maintenant, il y a 2 poids et 2 mesures. Une résolution du Conseil de sécurité, pourquoi n'est-elle pas contraignante? Ou pourquoi n'est-elle pas considérée par certains gouvernements ou par certains États comme étant non contraignante, bien que ça soit une résolution du Conseil de sécurité? Normalement, c'est le recours au chapitre 7 donc, qui donne cette force contraignante à la résolution. Et la communauté internationale, c'est-à-dire agit à travers son Conseil de sécurité quand il y a une rupture de la paix ou il y a une menace de la paix pour pouvoir permettre réinstaurer ou restaurer la paix dans une région du monde. C'est ce qui se passe de par le monde quand il y a des résolutions du Conseil de sécurité qui sortent. Aujourd'hui, face à cette résolution donc, que vous avez citée, les États-Unis, par exemple, ils disent que cette résolution, dans sa déclaration, n'a pas dit elle a décidé d'arrêter ou de faire, c'est-à-dire le cessez-le-feu, mais plutôt, donc la formule n'était pas contraignante. Et il n'a pas fait appel au chapitre 7, c'est-à-dire dans la décision, dans cette déclaration ou dans cette résolution, le chapitre 7 n'est pas évoqué. Donc, de par cela, il n'est pas contraignant. Maintenant, bien sûr, d'autres internationalistes et d'autres gouvernements disent non, cette résolution, elle est contraignante, étant donné que c'est-à-dire... Non, mais juridiquement, selon le droit international, juridiquement, les résolutions susceptibles d'être contraignantes sont celles qui sont votées par le Conseil de sécurité. Oui, oui. Maintenant, oui, celles qui sont votées par le Conseil de sécurité. Maintenant, la lecture du contexte international, il faut dire que la communauté internationale, c'est toujours les puissants qui peuvent lire les textes à leur manière. Maintenant, puisque la résolution, ce qui est dit par les États-Unis, c'est qu'au niveau de cette résolution, ce n'est pas écrit, il a été décidé un cessez-le-feu, mais ce n'est pas un ordre, c'est-à-dire la formule ne comporte pas l'impératif. Et ne porte pas aussi le chapitre 7, c'est-à-dire il n'a pas évoqué le chapitre 7 du Conseil de sécurité. À ce point de là, il considère qu'il n'est pas contraignant. Bien que d'autres, c'est-à-dire de point de vue du droit international, vous diront qu'une résolution qui sort du Conseil de sécurité est une résolution qui est contraignante.
Maintenant, vous voulez, c'est une opposition de lecture de la doctrine, c'est-à-dire du droit international qui reste un droit récent. Le droit international, ce n'est pas un droit qui existe depuis des siècles, ce n'est pas un droit, c'est-à-dire une règle juridique qui est appliquée depuis très longtemps, et il n'y a pas réellement, quand on parle d'institutions supranationales, les Nations Unies, les conseils de sécurité, parfois avec la formule des vétos de certains pays, parfois avec le refus de certains pays d'obtempérer ou de répondre aux résolutions du Conseil de sécurité, on voit qu'il y a un déséquilibre par rapport aux Nations Unies et à son Conseil de sécurité face à des États qui sont plus puissants, plus forts. Une résolution contre, par exemple, la Russie ou contre Israël ou contre un État qui est une puissance ou une puissance moyenne n'est pas comme une résolution qui est contre, par exemple, Haïti ou le Liban ou l'Irak ou un autre pays. Donc, on voit que la lecture des résolutions du Conseil de sécurité peuvent être différentes et peuvent être même lues et interprétées selon quelques mots ou selon ce qu'on veut leur donner, ce qu'on veut Alors, vous parlez, c'est intéressant, vous parlez d'interprétation. Moi, je suis curieuse de savoir comment. Bon, c'est sûr que, si vous voulez, Israël s'est senti un peu abandonné, peut-être même trahi. Hein. Vraiment, il faut mettre le mot entre guillemets avec beaucoup de parcimonie vis-à-vis de son allié fidèle, les États-Unis, Washington, qui vote donc Mohamed Badin-Yatioui. Qui n'a pas voté, parce que c'est abstenu, hein, Washington s'est abstenu à voter. Comment Israël, selon vous, a réagi? Et est-ce que la réaction a été unanime dans les rangs des Israéliens? Je pense qu'on est là face à la limite de la politique et de la vision de Joe Biden. C'est-à-dire qu'il essaie de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou, en d'un côté s'abstenant pour cette résolution, alors que cette résolution, une résolution de ce type-là, aurait pu être votée il y a plusieurs mois déjà. Tout de suite après l'adoption, on a eu Matthew Miller, le porte-parole du département d'État, et aussi Linda Greenfield-Thomas, qui est la représentante américaine aux Nations Unies, qui ont tout de suite dit qu'elle n'était pas contraignante. Donc, Joe Biden fait ça, pourquoi? Parce qu'il a en interne un gros problème. Quand il regarde les sondages, il y avait 50% des Américains qui étaient favorables à un soutien inconditionnel à Israël. Maintenant, on a plus qu'un tiers. C'était un sondage de Gallup qui est sorti cette semaine. Donc, il voit les choses évoluer. Du côté israélien, aussi, ça évolue. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Benny Gantz s'est permis il y a quelques semaines de se rendre à Washington sans recevoir l'aval de son Premier ministre, Benjamin Netanyahou. On sait qu'il a rejoint le cabinet de guerre dans des conditions très particulières suite au 7 octobre, et que lui, il voit l'après Netanyahou, et il se verrait bien chef du gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça que Yair Lapid, lui, ne l'a pas rejoint, et que ça a donné lieu à tout un tas de tractations. Maintenant, si on se place du côté du gouvernement israélien dans son ensemble, oui, il voit ça comme une trahison, bien évidemment. La dernière fois, si je me souviens bien qu'il y a eu une abstention américaine, une résolution concernant Israël, c'était en décembre 2016, quand Barack Obama allait quitter la Maison-Blanche, et ça concernait la Cisjordanie et la création de nouvelles colonies, l'occupation en Cisjordanie. Donc on voit que Benjamin Netanyahou, lui, joue son avenir politique. On l'a déjà dit plusieurs fois dans des émissions précédentes. Il joue sa survie politique. Il est entouré de gens comme Ben Gvir ou comme son ministre des Finances, qui sont Smotrich, qui sont des gens qui sont des extrémistes et qui, eux, souhaitent que le conflit finalement perdure, puisque avec ou sans le soutien des Américains, Netanyahou l'a dit, il veut rentrer dans Rafah. Et mes collègues l'ont très bien exprimé précédemment, notamment M. Hachachi, quand il a expliqué qu'il y avait une volonté de déplacer finalement les Palestiniens et de les obliger à quitter la bande de Gaza pour pouvoir vraiment faire de la place, comme on dit, pour parler crûment, et continuer à mener ce qu'ils ont commencé depuis 5 mois. Et qui a fait quand même un nombre vraiment atroce de morts, sans compter les blessés, sans compter les personnes qui ne peuvent pas prendre leur traitement, que ce soit pour traiter le cancer ou des maladies chroniques. Et donc, du coup, ces morts-là ne sont même pas comptabilisées dans les 32 500 annoncés par le ministère de la Santé du Hamas.
Rachida Chachi, on est face à une situation humanitaire qui continue de se dégrader. Il y a cette résolution 27-28, les appels à l'acheminement de l'aide. Bref, tout ceci, on va dire que la communauté internationale, via son opinion publique, est finalement plus efficace et plus efficiente que la classe politique qui représente cette communauté internationale. En tout cas, disons qu'elle fait davantage de bruit. Mais par rapport au rapport de force sur le terrain, ni la communauté internationale, ni l'opinion publique ne changent grand-chose sur le terrain. Parce qu'il faut comprendre que si l'on s'inscrit pourquoi cette opinion publique n'affecte pas... Je vous interromps. Pourquoi on le voit, c'est-à-dire Israël fait fi de cette image que ce pays a construite depuis plusieurs décennies, et on ne voit plus l'impact de ces atrocités commises à Gaza sur cette image-là. Et puis on reste focalisé sur cet objectif. Est-ce qu'il est déjà réalisable ? Eh bien, tout simplement d'en finir avec le Hamas. Alors, il y a différents éléments. Premièrement, le droit international, tel qu'on l'a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, est mort. Il est en train de mourir. On le voit avec la multipolarisation du monde, avec la guerre en Ukraine, avec aujourd'hui à Gaza, avec l'Azerbaïdjan qui prend l'initiative d'une guerre contre l'Arménie. Donc, il est en train de mourir. Deuxièmement, Israël est dirigé aujourd'hui par des gens qui procèdent d'un délire messianique et d'un délire jusqu'au-boutiste pour qui la Bible est un cadastre. Et ça, c'est ouvertement dit et invoqué par Netanyahou et par différents membres de son gouvernement. Et quand on voit la manière avec laquelle l'armée israélienne commet un carnage dans la bande de Gaza, ce n'est pas accidentel. C'est voulu et c'est même une doctrine. Ça s'appelle la doctrine Dahiya, qui est une doctrine de l'armée israélienne qui, au départ, était une directive et qui, par la suite, a été érigée en doctrine de manière implicite, selon laquelle, si la pluie tombe chez nous, il y aura une tempête chez vous. En partant de l'idée que si un combattant, un ennemi d'Israël se cache parmi des civils et que les civils acceptent qu'il se cache parmi eux, eh bien les civils deviennent une cible militaire légitime. Donc du point de vue d'Israël, il ne tue pas des civils, mais il tue des militaires qui combattent autrement, en cachant un militant du Hamas. Or, un militant du Hamas, c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des parents, qui a des enfants. Donc, s'il rentre chez lui, son chez lui devient une cible militaire légitime. Donc ça, il faut le comprendre. Ils ne font pas la guerre telle qu'on nous l'a enseigné avec la Convention de Genève, avec le droit de la guerre, mais ils font la guerre de manière très archaïque, avec une logique tribale et de culpabilité collective. C'est une doctrine qui est structurée comme ça. Et puis, deuxième élément, quand on est dans la perspective d'une épuration ethnique, on n'a pas intérêt à améliorer le sort de ceux que l'on veut déloger. Et donc une trêve ou permettre un couloir humanitaire, ça va contre la perspective d'une épuration ethnique, puisque la famine évolue comme stratégie de guerre afin de rendre ce territoire tellement invivable que ces Palestiniens demanderaient eux-mêmes à quitter ce territoire pour aller se réfugier en Égypte. Donc si l'on inscrit tout ce qu'on a vu depuis 7 octobre jusqu'à aujourd'hui dans la perspective d'une épuration ethnique, tout devient logique. Et Israël ne peut pas se permettre de faire marche arrière. Elle ne peut pas se permettre d'arrêter, de mettre fin à la guerre, etc. Parce que son projet est de déloger l'intégralité de la population de la bande, parce qu'il y a un projet de canal, le canal Ben Gurion, qui doit rivaliser avec le canal de Suez, et qui doit passer, et que le trajet optimal est de passer par la bande de Gaza pour atteindre la Méditerranée, pour que Israël devienne un nœud commercial et énergétique mondial. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Il y a des documents israéliens qui parlent du canal Ben Gurion. Et il y a déjà des cartes qui sont sorties avec différents tracés. Officiels, des propositions de tracés. Alors la plupart contournent la bande de Gaza par le nord, mais demeurent toujours dans le périmètre de tir du Hamas avec les roquettes. Et donc l'unique moyen de sécuriser, c'est de déloger totalement la population de la région afin d'éviter qu'il y ait des tirs capables de perturber ou de parasiter le canal Ben Gurion. Donc ça, c'est un élément parmi tant d'autres. Mais il y a un délire messianique qui est réellement opérationnel. Par rapport à la résolution, effectivement, c'est un vœu pieux. C'est s'il vous plaît, ça serait génial si vous pouviez arrêter la guerre pendant quelques jours. Alors que les États-Unis possèdent un levier redoutable pour mettre fin à la guerre. C'est uniquement d'arrêter de livrer des munitions à l'armée israélienne. L'armée israélienne est ultra-moderne, ce qu'on veut, mais elle n'est pas autonome stratégiquement du point de vue des obus, des missiles, des bombes larguées, des bombes planantes, des bombes téléguidées. C'est les États-Unis qui leur livrent. Et donc les États-Unis peuvent mettre fin à la guerre en l'espace d'une journée, en décidant d'arrêter de livrer des munitions. Non, mais est-ce que les États-Unis peuvent lâcher les Israël ? Mais c'est ce qui a été dit par mes deux collègues tout à l'heure à juste titre. Au fait, le fait que les États-Unis n'aient pas voté ou soient abstenus, ce n'est pas par amour pour les Palestiniens ou parce qu'ils sont touchés par les morts, mais parce qu'ils doivent composer avec deux variables. D'un côté, leur soutien à Israël qu'ils ne peuvent pas lâcher, et de l'autre côté, il y a l'échéance électorale, qui fait qu'effectivement, il y a la majorité des Américains aujourd'hui... Il y a eu déjà votre sanction pendant les primaires contre Joe Biden à cause de l'histoire de Gaza, malgré cette sortie de... Et puis, il faut comprendre que la
la majorité des Juifs américains sont contre ce que fait Israël. Là encore, pas par amour pour les Palestiniens, mais parce qu'ils considèrent que ce que fait Netanyahou les met en danger. C'est ça. Parce qu'effectivement, ça crée un sentiment d'antisémitisme, etc. Ça les met en danger. Donc eux-mêmes ne vont pas voter pour Biden si jamais Biden affiche un soutien totalement conditionnel. Donc il doit faire semblant de retenir Israël, de lui mettre la pression, même si dans les faits, on continue de leur livrer des armes. Puis sans oublier qu'ils ont un candidat quand même pas le meilleur des candidats. Je veux dire, Biden, c'est quand même assez compliqué de le faire gagner. On a vu quand même son état de santé mentale, c'est assez compliqué. Alors, vous avez parlé du canal de Suez. Oui. Le canal de Suez qui subit plusieurs perturbations à cause notamment des attaques des Houthis à Anil Harishi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'apprend pas? C'est qu'il y a des navires russes qui se mêlent aussi à cette affaire. Jusque-là, la Russie s'est quand même abstenue à réagir. D'abord, peut-être comprendre la présence des navires russes à côté de ce fameux, aujourd'hui, très fameux passage de Bab el-Mandeb, d'où attaquent les Houthis les ships, les bateaux qui passent par là-bas. Est-ce qu'on est en train de peut-être vivre peut-être un revirement de situation avec cette présence russe dans cette partie de la mer Rouge? Si vous voulez, moi je pense que la Russie, si elle est présente, ou un pays, c'est-à-dire une puissance est présente, c'est pour ses intérêts aujourd'hui. Bab el-Mandeb est un passage obligatoire pour pour le commerce international. Et nous savons que les Houthis ont fait quand même trembler tous les bateaux, enfin le commerce international qui passe par Bab el-Mandeb pour aller vers la mer Rouge et puis vers le canal de Suez et après vers la Méditerranée. Et quand les estimations, ou même pour les bateaux qui devaient faire le tour de l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance, ça prenait presque une vingtaine de jours ou plus un voyage de plus d'1 million d'euros ou de dollars par voyage. Donc ça coûte cher. Donc les Russes, ils sont là d'abord pour marquer leur présence, parce que c'est une zone très, très stratégique. Il a toujours été stratégique, cette région du monde, donc cette région du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Elle est stratégique de par ses routes, donc sa route maritime qui traverse donc la mer Rouge. Elle est stratégique de par les hydrocarbures et les richesses et puis même je dirais, le conflit ou le différend qui oppose l'Iran et le monde sunnite et le monde chiite, donc l'Iran et l'Arabie saoudite. Nous savons que la Russie est l'allié de l'Iran, est l'allié de la Syrie, est l'allié du Liban, enfin du Hezbollah. Donc, elle a des intérêts à préserver dans cette région-là. Donc, ce n'est pas une présence anodine comme ça. C'est une présence pour dire, voilà, nous sommes là aussi pour protéger nos intérêts. Et puis voir, parce que il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours quand même en Russie. Il y a eu un attentat, une action terroriste, et qui a été proclamée par Daesh, par ISIS, ce qui était un petit peu très difficile à comprendre ou bien à interpréter au vu de l'action du groupe de Dawla Islamia, du groupe Daesh, au niveau de la Russie. Le Daesh ne s'est pas manifesté depuis presque 5 ou 6 ans. Et pourquoi la Russie? Alors que la Russie reste l'allié, si vous voulez, de ce sud ou de cette région-là. Donc là, il y a beaucoup de choses beaucoup de questions qui se posent. Donc, à mon sens, la présence de la Russie au niveau de Bab el-Mandeb, c'est d'abord pour protéger et pour dire qu'elle est aussi présente dans un lieu très géostratégique. Aujourd'hui, le commerce mondial passe par cette région-là. Quand on parle de commerce mondial, que ce soit celui qui vient de la Chine, qui vient, c'est-à-dire par l'Indo-Pacifique et qui passe vers c'est-à-dire vers la mer Indienne et puis vers Bab el-Mandeb et la mer Rouge et puis la Méditerranée, ou encore toutes les richesses, c'est-à-dire le gaz qui part de ces régions-là, le gaz ou le pétrole qui part du Qatar ou des Émirats et qui doit traverser donc ce Bab el-Mandeb pour aller vers l'Europe et vers la Méditerranée et puis vers l'Europe. Donc la présence russe n'est pas anodine, c'est une présence d'un pays qui d'abord, malgré la guerre pendant 2 ans en Ukraine,
Aujourd'hui, je pense que la contre-offensive a montré que la Russie reste présente, elle est toujours présente au niveau de sa zone proche. Malgré ce coup de ce coup ou cette action terroriste, on a vu la réaction rapide du gouvernement russe et c'est la chose, enfin, cette action est venue juste après les élections en Russie. Donc, la Russie, elle est présente, que ce soit sur le plan interne ou que ce soit malgré le coup, enfin, le terroriste, enfin, l'action terroriste qu'il y a eu, et elle est présente au niveau des lieux géostratégiques et géopolitiques qui dessinent l'avenir du monde et de la communauté internationale. Il y a certains conflits au niveau de Gaza, bien comme cela a été cité, il y a toute cette option messianique, cette option d'éliminer peut-être enfin, je dirais pas une ethnie, mais d'une manière ou d'une autre de la déloger de ces terres pour aller ailleurs. Donc c'est l'objectif souhaité et escompté et recherché par Israël, c'est déloger les Palestiniens de la bande de Gaza. Maintenant, la communauté internationale fait un peu de pression, mais ça dure depuis 5 mois et demi. On avait évoqué la famine il y a, je pense, 3 semaines chez vous dans une émission où nous avions parlé de Gaza. La famine, effectivement, comme cela a été dit, ça va donner des problèmes de maladies, c'est-à-dire des maladies qui peuvent se transmettre. On parle d'endémie, et puis et puis ça va encore se compliquer. Donc, se compliquer pour les Palestiniens. Ce n'est pas seulement les bombes qui vont les faire mourir, c'est aussi les microbes, les bactéries, les virus qui vont se multiplier dans un espace qui est non vivable, dans un espace où il n'y a pas le minimum, c'est-à-dire il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'énergie pour ces enfants pour se réchauffer, il n'y a pas d'énergie aussi carbone pour vivre et survivre, d'autant plus que les maladies sont là. Tout cela fait, bon, je suis un peu sorti de la question, mais pour dire que cette zone-là, elle est vraiment c'est une poudrière. Et il y a plusieurs dessins. Il y a peut-être le dessin messianique. Alors, justement, si Ali, alors si vous le permettez, c'est une poudrière. Il y a effectivement beaucoup d'intervenants. On n'en a pas assez parlé. Vous avez évoqué tout à l'heure, ou on a plutôt évoqué dans ces discussions le rôle des États-Unis, les désaccords entre Israël et les États-Unis. Mohamed Badiliati, oui, vous l'avez évoqué, mais rapidement, le secrétaire à la défense américaine, Lloyd Austin, il a donné des alternatives, n'est-ce pas, à ce gouvernement Netanyahou, dont quelques-unes. Je vais citer par exemple le ciblage précis des cadres du Hamas. Oui, il y a une volonté chez les Américains de sortir de la vision de Netanyahou et de ses amis, qui est une vision, la fameuse doctrine d'Ahia que Rachid Achachi a évoquée, qui avait été utilisée au Liban la première fois en 2006 et qui continue et qui en fait fait beaucoup de mal et finalement il n'arrive pas à neutraliser le Hamas. Parce que si le Hamas a perdu des centaines, voire des milliers de combattants, les premières victimes, quand on prend l'ensemble, ce sont les populations civiles. Donc les Américains, à travers Lloyd Austin, proposent quelque chose de différent et Benny Gantz, a priori, sera celui qui va être le plus à même de mettre en œuvre cette stratégie une fois que Benjamin Netanyahou aura quitté l'arène politique. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, il joue sa survie, Netanyahou. Donc il voudra faire durer au maximum. Il voudra, dans le meilleur des scénarios pour lui, mais pas pour les Gazaouis, attendre, faire durer le suspense jusqu'à l'élection américaine en espérant une victoire de Donald Trump. Mais ça reste assez difficile à imaginer. Ça reste difficile à imaginer puisque là, on est 5 mois après le début du conflit. Donc, on ne voit pas une situation durer comme ça toute l'année 2024, notamment avec tout ce que ça engendrerait comme famine, déplacement de population et autres problèmes humanitaires et sanitaires assez graves. Donc, le ciblage, oui, mais le problème du ciblage, c'est que si vous voulez avoir les cadres du Hamas et notamment les têtes pensantes du Hamas, elles ne sont pas
toutes à Gaza. Ça voudrait dire qu'il faudrait viser, par exemple, ceux des brigades qui se trouvent à Beyrouth et dans la banlieue de Beyrouth. Ça voudrait dire donc intervenir au Liban et ça engendrerait d'autres problèmes avec le Hezbollah et avec l'Iran, même si le Hezbollah et l'Iran ne veulent pas de confrontation directe avec l'armée israélienne, mais malgré tout, ça serait quand même un signe de dérive assez grave. Et l'autre élément, c'est la question de la branche politique. Est-ce que ceux qui sont les leaders de la branche politique, que ce soit les leaders actuels comme Ismail Haniyeh ou bien les plus anciens comme Khaled Mesh'al qui sont à Doha, est-ce qu'ils seraient visés? Alors, on croit savoir que le territoire qatari ne serait pas touché, ça c'est une garantie américaine et les Israéliens sont d'accord là-dessus. Mais on peut imaginer que si Ismail Haniyeh se déplace en Turquie ou en Égypte, il pourrait être attaqué. Ça poserait aussi tout un tas de problèmes, je pense, en matière diplomatique. Donc le ciblage, oui, mais pour cibler qui? Uniquement les leaders militaires ou bien également les leaders politiques, tout en faisant attention aux questions de souveraineté liées aux États sur les territoires desquels ils seraient attaqués. Donc ça pose de nombreuses questions et on n'a pas de solution et on voit que... Mais la grosse question, docteur Lieti, oui, la grosse question, est-ce que Israël pourrait aller jusqu'au bout de son projet d'offensive, même si elle n'a pas le go de Washington? Je pense que oui. Je pense que tant que Benjamin Netanyahou sera à la tête du cabinet de guerre et du gouvernement, il ira au bout de sa démarche. Parce qu'il sait que le moindre recul de sa part engendrerait sa fin politique. Et d'un autre côté, il a le soutien de la frange la plus radicale de la droite israélienne qui va le soutenir et ils n'ont pas envie d'avoir des élections maintenant. Après, il ne faut pas non plus idéaliser les autres leaders politiques israéliens. Je ne pense pas qu'il y ait actuellement de leaders israéliens qui soient prêts à faire une campagne électorale sous le thème de la négociation avec les Palestiniens. Puisque négocier avec qui? L'autorité palestinienne n'arrive pas à se régénérer pour le moment, malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. D'un nouveau gouvernement, tout à fait, oui. Oui, mais pour les Israéliens, c'est clairement insuffisant, et pour les Américains aussi. De l'autre côté, on a la question du Hamas qui est totalement exclu de négocier avec le Hamas, bien évidemment, déjà avant et encore plus maintenant, et je ne suis pas persuadé que le Hamas en ait très envie non plus. Donc, si vous voulez, on est dans une situation où on est dans une situation bloquée, et finalement, l'envie de Netanyahou d'aller au bout de sa démarche et d'aller au bout c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens, au-delà des gens qui sont morts et qui sont morts dans des bombardements qui étaient des bombardements qui visaient tout le monde et n'importe qui en même temps, donc complètement dangereux. Et on voit la démarche de Netanyahou, je pense qu'il ira au bout. Et ça créera un véritable problème, notamment avec l'Égypte, qui va essayer de faire appel aux Américains pour tenter de négocier et de forcer la main à Netanyahou, mais on voit que Netanyahou, malgré l'aide américaine d'un point de vue militaire, malgré le soutien diplomatique des Américains qui est nécessaire pour les Israéliens, il va aller au bout malheureusement. Et ça, c'est un véritable problème pour toute la région et même pour l'équilibre, on va dire, du monde, puisqu'on voit les conséquences que ça peut avoir dans un certain nombre de pays, notamment en Occident, avec des sociétés où il y a à la fois une communauté juive, une communauté musulmane et des gens qui seraient tentés de récupérer ici ou là ce qui se passe au Proche-Orient à des fins internes de déstabilisation. Donc on est sur une situation très très dangereuse et Blinken, on le voit bien, il est dans une situation où il s'est retrouvé en porte-à-faux. Il est arrivé à Tel Aviv et le jour même on a annoncé la création de nouvelles colonies en Cisjordanie. Exact. Donc c'est vraiment la volonté de dire aux Américains on fait ce que l'on veut et quand on veut. Exact. Et ce ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, qui s'est entretenu aussi avec Anthony Blinken, malgré cette abstention de Washington, et que ça a créé vraiment une vague de colère chez les Israéliens. Mais quand on voit aujourd'hui ce refus de coopérer, enfin de négocier, de se mettre sur la table de négociation avec le Hamas, ça veut dire que là déjà, on est en train de buter. Est-ce que vous pensez que ce monsieur pourrait éventuellement jouer un rôle dans le changement de la politique d'Israël vis-à-vis de ce massacre, et aussi ces positions du Hamas qui insiste, Gaza sera gouverné et géré par les Palestiniens après la guerre, donc indirectement on est là pour rester quoi. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une différence de méthode et pas de nature entre les deux personnages par rapport à la perspective future de la bande de Gaza.
Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, parce que j'avais évoqué tout à l'heure les États-Unis comme étant le pays qui peut mettre fin à la guerre immédiatement, mais il y a un autre pays dans la région qui peut mettre fin à la guerre immédiatement. Enfin, pas immédiatement, mais un peu plus lentement, c'est l'Égypte. Parce que je rappelle que l'Iran ne peut pas intervenir militairement parce que c'est ce que veut Israël, c'est-à-dire d'obliger les Américains à entrer militairement dans le conflit. La Turquie fait partie de l'OTAN. À part ces deux pays-là, je ne vois pas grand-chose. Par contre, il y a l'Égypte, qui a une vraie armée professionnelle, moderne, avec une frontière avec la bande de Gaza, et capable de se projeter militairement dans la bande de Gaza. D'autant plus qu'il y a des contradictions internes au sein de l'establishment égyptien, vu que l'élite politique actuelle ne veut pas entrer militairement en confrontation avec Israël, mais il y a beaucoup de mécontents dans les rangs de l'armée, notamment au niveau des rangs subalternes, qui voient ce que fait l'État égyptien, peut-être en catimini, comme étant une trahison à l'encontre de la cause arabe. Donc peut-être qu'on atteindra une forme de paroxysme des tensions internes en Égypte, qui donneront lieu soit à un coup d'État par l'armée contre l'armée, mais la frange qui serait pour le fait d'intervenir militairement à Gaza pour stopper Israël, qui prendra le pouvoir, ou bien ça prendra la forme d'un deal diplomatique entre le successeur de Netanyahou et l'establishment égyptien, c'est-à-dire de partager la bande de Gaza. C'est-à-dire que la partie nord de Gaza, qui est déjà contrôlée par Israël, restera à Israël. La partie sud, les Palestiniens y resteront, mais à condition que ça devienne un protectorat égyptien, c'est-à-dire littéralement annexé, pour ne pas le dire, par l'Égypte. Et l'Égypte donnera en contrepartie une garantie qu'auqu'une roquette ne sera tirée à partir de cette partie de la bande de Gaza qu'elle contrôlera. Donc mais en fait, ce que vous dites, c'est que central. Vous dites, si l'Égypte est un acteur central, et si on va dans ce scénario-là, c'est-à-dire que Gaza ou la bande de Gaza ne ressemblera jamais plus à celle d'avant le 7 octobre. Tout à fait, parce qu'il faut comprendre que l'Égypte non plus ne veut pas du Hamas. Je rappelle que l'ennemi numéro 1 du pouvoir en Égypte, ça demeure les frères musulmans, ben oui. et que le Hamas est une branche des frères musulmans, une branche très très particulière, mais une branche des frères musulmans, et que l'Égypte verrait d'un bon œil la disparition du Hamas, mais pas la disparition des Palestiniens. Et donc peut-être le compromis serait de partager la bande de Gaza entre l'Égypte et Israël. Je ne dis pas c'est ce que je souhaite, je ne dis pas que c'est bien. Je dis c'est ce qui risque d'arriver, malheureusement. J'aimerais bien faire réagir et entendre aussi les scénarios possibles, selon vous, Ali El-Harichi, en sachant qu'il y a aussi certains activistes de la mouvance de l'extrême droite qui appellent Israël à accueillir les déplacés dans cette zone-là, du nord de Gaza, vers le Negev. C'est-à-dire que là, c'est une nouvelle sortie proposée à ces autorités israéliennes. Que pensez-vous de ce rôle de l'Égypte ? Est-ce que vous pensez qu'il est aussi central que, comme vient de l'évoquer et d'expliquer Rachid Hachachi? Le rôle de l'Égypte est certainement central, il a toujours été central. Oui, il a été au cœur pas au point, par exemple, de peut-être gérer Gaza, c'est ça. J'arrive. Il est central, mais je ne pense pas que l'Égypte, puisqu'il ne veut pas de Hamas, donc il ne voudrait pas des problèmes qu'elle pense que Hamas peut lui... C'est-à-dire, en étant la partie sud de Gaza, devient protectorat égyptien. Donc, d'ailleurs, l'une des premières réactions du président, je pense, égyptien, quand les Israéliens disaient il fallait ouvrir momentanément les parties, enfin le Sinaï, la partie du Sinaï qui est à côté du Rafah, donc à côté du sud de Gaza, pour les Palestiniens, pour les accueillir, le temps que Israël ou l'armée Israël nettoie cette région où, c'est-à-dire libère les victimes et s'attaque au Hamas. La réponse était claire. Il y a le désert du Negev, ils n'ont qu'à les mettre dans le désert du Negev. Donc, cela a été dit au début après le 7 octobre. Maintenant, le fait en fait, la population palestinienne et les otages, on a toujours dit, tout le monde le dit, c'est la plus grande prison au monde. Il est otage malheureusement, il est dans une zone où il y a tellement d'intérêts des États et tout le monde veut peut-être, les pays arabes et musulmans veulent les aider, mais ne peuvent pas le faire. L'Égypte ne peut pas ouvrir ses frontières pour accueillir les Palestiniens. C'est mauvais autant pour les Palestiniens, on ne peut pas déloger cette population palestinienne de ces terres pour la mettre en Égypte. Ça, c'est une 12e Nakba, c'est la seconde Nakba et c'est terminé, ça y est, ça serait terminé pour Gaza. La même chose, l'Égypte n'a pas intérêt d'avoir une population de 2 millions de personnes ou 2,5 millions de personnes sur son territoire, et d'autant plus qu'il y a le Hamas, et même en dehors du Hamas, c'est-à-dire quand vous accueillez
des gens, des réfugiés, et surtout avec cette caractéristique-là, il y a, d'abord, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal de déléger les gens, ça ne peut pas être permis par la communauté internationale, et même si l'Égypte ne peut pas l'accepter, parce que ça peut lui créer beaucoup de problèmes, en dehors du fait qu'elle doit soutenir un pays frère musulman, en fait, enfin, la Palestine, qui est un pays voisin. Maintenant, quels sont les scénarios? Le scénario, c'est, moi, à mon sens, il faut que la communauté internationale intervienne. Il faut qu'il y ait... Comment Ali El-Harichi, comment la communauté internationale... Oui, il faut qu'il y ait des résolutions contraignantes. Certes, les États-Unis vont opposer ces vétos, comme il l'a toujours fait, mais il faut qu'il y ait des résolutions. Il faut qu'il y ait que l'Europe, que les pays, que les puissances, que la Chine, que ces pays-là impose des alternatives viables pour tout le monde, viables pour les Palestiniens, viables pour, je dirais, pour les otages israéliens, et puis que la région de Gaza redevienne ce qu'elle a été, c'est-à-dire que l'armée israélienne quitte cette zone-là, que les otages soient, certainement, Hamas existe encore avec les otages qu'elle détient d'Israël. Mais Israël ne s'arrêtera pas. Je ne sais pas, même si on leur rend les otages, l'objectif peut-être qui a été dit, c'est que ces Palestiniens quittent cette région-là. Peut-être pas peut-être pour un canal Ben Gourion ou pour autre chose, mais ils veulent vraiment faire disparaître les Palestiniens de cette zone-là. Ouais, la communauté internationale doit intervenir. Il y a, même si on dit que le droit international est un droit qui est très mou, qu'il n'y a pas d'autorité supranationale, mais il y a des puissances et qui ont intérêt pour leur commerce international soit protégé pour beaucoup de choses, pour qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale et pour protéger un peu la paix et la sécurité dans le monde, intervenir et sauver cette population qui est en train de mourir depuis 5 mois sous le feu, sous la famine et sous tous les maux de la terre et d'une humanité qui est, une humanité incohérente dans la pensée qui parle de la paix, de la compassion, et on est en train de tuer des enfants pour la seule raison parce qu'ils sont nés dans une région où il y a toujours eu, depuis 3000 ans, des problèmes par rapport aux religions, par rapport à l'ethnie, par rapport à l'appartenance, par rapport à beaucoup de choses. Donc, il faut que la communauté internationale intervienne aujourd'hui. Ali El-Harichi, je vous voyais acquiescer tout à l'heure et réagir aux propos. Très rapidement, 2 éléments. Premièrement, le fait de négocier avec le Hamas, du point de vue israélien, est totalement impossible, ni pour Netanyahou, ni pour celui qui va venir après. Parce que le narratif qui a été mis en avant par les renseignements israéliens et par les médias israéliens, et même occidentaux, c'est qu'il s'agit de monstres qui ont brûlé des bébés, qui ont violé des femmes, sans apporter aucune preuve. Tout cela a été démenti par des enquêteurs sur le terrain. Oui, il y a eu des morts, il y a eu des civils qui ont été tués, mais il n'y a pas eu de bébés brûlés, il n'y a pas eu de viol massif et collectif. Et donc, n'importe qui viendrait négocier avec le Hamas viendrait négocier du point de vue israélien avec des violeurs et avec des tueurs de bébés, des mangeurs de bébés. Donc, c'est impossible électoralement à mettre en avant ou à défendre. Le deuxième élément, c'est que l'épuration ethnique ne peut marcher du point de vue israélien qu'avec la collaboration de l'Égypte. Sans l'Égypte, l'épuration ethnique tombe à l'eau, à moins de voir devant tout le monde 2 millions de personnes mourir de faim, ce qui est tout simplement impossible. Et donc l'unique moyen de transformer cet échec stratégique total d'Israël en semi-victoire serait d'inciter l'Égypte à entrer dans l'équation. Et tout à l'heure, j'ai parlé de manière brute, mais naturellement, ça va être enjolivé. L'armée égyptienne va être présentée comme une armée libératrice qui va entrer à Gaza pour libérer une partie de la population de Gaza de la contrainte israélienne et de l'armée israélienne. On va l'accueillir avec des fleurs, avec des chants, etc. Ce qui va permettre à Israël de sauver la face et ce qui va permettre à l'Égypte de réintégrer la bande de Gaza qui, historiquement et culturellement parlant, a toujours fait partie de l'univers mental égyptien et culturel égyptien. Je rappelle que quand on voit les coutumes et les traditions des Palestiniens de Gaza et qu'on les confronte à celles de la Cisjordanie, c'est très très différent. C'est davantage des Égyptiens que des Cisjordaniens ou des Jordaniens. Et même durant toutes les dynasties qui ont régné dans la région, les Ayyoubites, les Mamelouks, toujours cette bande-là faisait partie du monde égyptien. Et donc ça pourrait être une manière de minimiser les dégâts tout en permettant à Israël de sauver la face. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'il y a d'optimal pour les Palestiniens. Ça serait plutôt un arrêt des combats et un retrait de l'armée israélienne. Mais malheureusement, vu l'intransigeance américaine, ni la Chine, ni la Russie, ni personne, n'y peut grand-chose.
Le Hezbollah, on va finir peut-être par un mot sur la situation au sud Liban. Pourquoi l'escalade militaire? Pourquoi on continue à mettre beaucoup plus de pression? Un chiffre aussi qui a été publié aujourd'hui, 249 membres du Hezbollah tués au Liban et en Syrie depuis le début donc, des hostilités. Et si effectivement le Hezbollah fait partie des hostilités, parce qu'on le voit, il y a quand même beaucoup de prudence du côté du Hezbollah. Mohamed Badiliati, nous sommes face quand même à une situation où on comprend très difficilement cette position d'Israël vis-à-vis du Hezbollah et la réaction surtout de ce dernier vis-à-vis des attaques israéliennes. Alors que ce soit le Hezbollah ou bien l'Iran, on a vu Ismail Haniyeh et les leaders politiques du Hamas se rendre à Téhéran cette semaine. C'est la deuxième fois depuis le 7 octobre qu'ils s'y rendaient. Et en fait, ils se rendent compte d'une chose du côté du Hamas, c'est que ni le Hezbollah ni l'Iran n'ont envie d'une confrontation directe, que ce soit au sud Liban ou ailleurs, avec l'armée israélienne. Donc ça, c'est la première chose. Le Hezbollah a des acquis au Liban. Il s'est, depuis 2006, vraiment affirmé comme un acteur politique très important. Il a des effectifs militaires qui sont supérieurs à ceux de l'armée régulière libanaise. Il a des sièges au Parlement. Il participe à la plupart des gouvernements. Et il a un pouvoir d'influence et de pression sur la société civile libanaise qui est très fort. Donc, ils n'ont pas envie de perdre cela. Ils savent que ce qu'ils ont fait en 2006, le coup à la fois militaire et médiatique de 2006 sera difficile à reproduire aujourd'hui face à l'armée israélienne. Donc ça, c'est l'élément important. Et de l'autre côté, les Iraniens n'ont pas envie de confrontation directe puisqu'ils ont leurs problèmes internes, ils ont aussi l'envie de terminer leur programme nucléaire et ils savent qu'une confrontation directe serait un véritable problème. Et puis on était, il ne faut pas l'oublier, avant le 7 octobre dans une situation un peu nouvelle puisqu'en mars 2023, il y avait eu un accord parrainé par les Chinois entre les Iraniens et les Saoudiens avec la volonté de pacifier le Moyen-Orient. Ça paraît déjà très loin, mais c'était il y a seulement un an. Et pour revenir à la fois pour répondre à cette question et revenir à la question précédente sur l'après, il ne faut pas non plus oublier le rôle que vont jouer les Américains à l'avenir, notamment si Biden est réélu, ça reste possible. Hein. Tout le monde parle d'un retour de Trump, mais on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici là. Je pense que aussi bien pour calmer le Hezbollah au nord que pour finalement atténuer les tensions au sein de l'establishment militaire égyptien, l'une des autres solutions qui pourra peut-être être abordée, c'est si on a Benny Gantz et Joe Biden, à ce moment-là, la volonté de régénérer une autorité palestinienne à la fois à Gaza et en Cisjordanie, exclure complètement le Hamas et à ce moment-là avoir une autorité palestinienne sur Gaza, mais avec sans effectifs de sécurité militaire très importants, sans armée de l'air bien évidemment. Ça sera des forces de police et rien de plus, et ça sera Israël qui contrôlera les frontières. Et je pense qu'à ce moment-là, un certain nombre de pays du Golfe, notamment les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, accepteront de reconstruire Gaza, puisqu'il y aura besoin de plusieurs dizaines de milliards de dollars à ce moment-là. Et je pense que la volonté de mettre de côté aussi le Hezbollah vient de là. Et le Hezbollah, lui, est très, très prudent pour les raisons que je viens d'évoquer. Très bien. Un dernier mot, Rachida Chachi, peut-être sur la prochaine date vraiment à bien observer. Et surtout, ça bouge très vite. Là, on a par exemple les navires russes, selon une chaîne de télévision qui dépend du ministère de la Défense russe, hein, pour préciser. Est-ce que vous voyez déjà une date à observer? Une date, non, pas en particulier. Parce que, si j'ai appris une leçon ces dernières années, c'est qu'on ne peut pas prédire grand-chose, que c'est un peu trop risqué de prédire avec précision. Par contre, effectivement, vous évoquiez les navires russes présents près de Bab el-Mandeb. Alors, c'est davantage pour marquer une présence internationale de la Russie et pour casser l'image d'une Russie qui a été enclavée par l'Occident qu'elle l'a faite. Mais les navires russes ne sont pas menacés par les Houthis, ni les navires chinois. Les Houthis l'ont clairement dit. Ça va être les navires occidentaux pro-israéliens qui vont être systématiquement ciblés. Et puis d'ajouter peut-être que si les Américains voulaient régler la question des Houthis et de Bab el-Mandeb, croyez-moi, ils l'auraient réglé depuis longtemps. Ils ont largement la puissance de feu pour le faire et les moyens pour le faire. Et que peut-être même que c'est dans les intérêts des Américains d'avoir ces attaques Houthis dans la région, parce que ça oblige les tankers et les méthaniers, etc., qui transportent le gaz ou le pétrole, d'avoir un trajet plus long, et donc avec un surcoût pour ramener les Européens à acheter davantage de gaz naturel liquéfié américain et davantage de pétrole américain plutôt que celui qui vient
du Moyen-Orient. Après, la seule chose qu'il faudra surveiller, c'est comment va évoluer la position de la Russie par rapport à ce qui se passe à Gaza. D'autant plus qu'on se souvient qu'un député israélien avait menacé la Russie sur une chaîne russe, RT, en disant on n'oubliera pas et on fera en sorte que vous perdiez la guerre en Ukraine parce que vous avez soutenu le Hamas. On attend de voir, peut-être une implication plus importante de la Russie dans ces conflits pourrait permettre de rééquilibrer un peu les choses et de ramener Israël à la raison. Ali El-Harachi, je vous voyais sourire. Un dernier mot. Oui, à la date, personne ne peut plus rien prédire aujourd'hui dans les relations internationales ou dans les actes qui peuvent être commis, soit par des États ou par des groupes. Tout ce qu'on souhaite, c'est que je ne sais pas, que Israël sort de cette manière d'agir, parce que, in fine, les Palestiniens vont rester, vont vivre toujours là. Israël, il va vivre toujours entre les États arabes, musulmans, chrétiens aussi. Donc, il ne peut pas aller ailleurs. Si il veut vivre là, elle doit chercher la paix. Il ne peut pas chercher la paix si elle reste dans cette dynamique de guerre et de carnage qu'il est en train de commettre à Gaza depuis plus de 5 mois. Mohamed Badine Yatioui. On est face à une situation qui est vraiment une impasse, et je pense que la stratégie de Netanyahou va être de faire durer tout cela le plus longtemps possible en attendant le résultat des élections américaines, avec tous les risques que ça va engendrer pour Joe Biden, aussi bien en interne que d'un point de vue diplomatique. Et reste à voir comment des pays comme l'Égypte, la Jordanie aussi, dont on n'a pas parlé, ou encore le Qatar vont se positionner. On voit qu'un pays comme le Qatar arrive à tirer les ficelles et à devenir un acteur clé en termes de négociation, puisque tout se passe à Doha, que ce soit William Burns. Mais il y a les échecs, c'est ça. Cette médiation au Qatar, ou par le Qatar, échoue. Est-ce qu'on ne va pas attendre peut-être la médiation, et ça a été annoncé par le responsable égyptien à la mi-avril, sous l'égide justement des autorités égyptiennes? Oui, alors les Égyptiens essayent de retrouver leur rôle, qui était un rôle historique, évidemment, puisqu'ils ont participé à plusieurs guerres israélo-arabes et qu'ensuite sont devenus le premier pays arabe à reconnaître officiellement Israël. Donc les Égyptiens essayent de récupérer un rôle qui est un rôle historique et qui, vu la proximité géographique avec la bande de Gaza, leur revient. Maintenant, reste à savoir comment les Américains, comment les Israéliens et comment les autres acteurs vont se positionner, et à voir aussi si l'Égypte a la capacité d'un point de vue diplomatique d'entraîner les autres pays arabes, parce que on voit aussi que le point on va dire d'inflexion des politiques arabes avant se faisait plutôt au Moyen-Orient, et désormais c'est plutôt les pays du Golfe qui dans cette région donnent un peu le là. Donc reste à savoir comment les Saoudiens, les Qataris ou bien même les Émiratis, qui sont assez discrets pour le moment, vont se positionner à l'avenir, et s'ils vont permettre ou pas à l'Égypte de jouer vraiment un rôle important. Parce que, comme vous l'avez dit, les médiations à Doha pour le moment sont des échecs, mais l'intransigeance des deux côtés, l'unique carte qui reste aux mains du Hamas, ce sont les otages. Donc, et Netanyahou en fait une condition sine qua non. Et malgré une remise des otages, il n'y aura pas de fin de l'intervention à Gaza et notamment à Rafah, qui est prévue. Donc, on est face à une véritable impasse pour le moment qui risque de durer plusieurs mois. Et c'est ce que je disais, si ça dure jusqu'à novembre 2024, voire même janvier 2025, la prise de fonction du nouveau président, ça va être assez problématique d'un point de vue humanitaire. Humanitaire, tout à fait. Mais je ne pense même pas que cette population puisse quand même tenir jusqu'à cette échéance électorale américaine, donc en novembre. En tout cas, et cet appel qui a été répété par le Royaume du Maroc, ne serait-ce que pour justement faire acheminer ces aides, ces médicaments, cette nourriture, cette eau dont ont besoin ces civils. Rappelons que ces populations sont majoritairement civiles et elles sont en train de mourir de faim littéralement, surtout les enfants et les personnes à risque. Bref, nous leur souhaitons, Inch'Allah, al-Faraj al-Qarib, en tout cas, que cette situation prenne fin, parce qu'elle est désastreuse à plus d'un titre. Merci beaucoup, Rachida Achachi. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous également, Ali El-Harachi. Merci à vous. Merci, Mohamed Badine Yatioui. Merci infiniment. Très bonne soirée à tous.